Deuxième partie sur les éléments de cours du chapitre 14 sur les réactions, les dosages acido-basiques. Alors, on en est maintenant à la troisième partie au grand 3 et on s'intéresse au titrage pH métrique. Donc, c'est-à-dire ici, dans cette partie, on va expliquer comment on fait pour trouver le volume à l'équivalence lorsqu'on fait une réaction acido-basique. Donc, on repart du montage que l'on a présenté au début de chapitre, mais ici, on va ajouter un appareil de mesure que l'on appelle un pH mètre. Et donc, cet appareil, il mesure tout simplement le pH de la solution ici. Donc ça, on le reverra plus tard en TP. Et quel va être l'objectif ici? On a notre burette qui est remplie de solution titrante et on va verser, pour faire simple, de millilitre par millilitre. Donc on va verser un premier millilitre de solution titrante dans le bécher. On va attendre que la valeur ici se stabilise. Et lorsque la valeur elle est stabilisée, on va noter la valeur du pH. On va verser un deuxième millilitre. On attend que la valeur se stabilise et on note la valeur. Et on fait ça jusqu'à vider entièrement la burette. Et à l'issue de ça, on va tracer un graphique. Donc en abscisse, on va avoir le volume versé de solution titrantes et en ordonnée, on va obtenir les différentes valeurs de pH. Donc voilà l'exemple de graphique que l'on va obtenir. Donc ici, il y a deux cas de figure. Et donc on va les présenter et on va les expliciter. Donc premier cas de figure, c'est si on fait le titrage d'un acide par une base. C'est-à-dire que ma solution titrée, c'est-à-dire la solution dont je cherche la concentration, est un acide. Et de ce fait, dans la burette, on va mettre une base, donc qui sera la solution titrante. Alors, donc là on imagine, on fait l'expérience, donc on a pour le moment rien versé par la burette dans le bécher qui contient la solution titrée. Donc comme dans le bécher il y a un acide, le pH est petit, donc c'est pour ça qu'ici on a une petite valeur de pH au départ. Donc ici on commence à verser 1 millilitre de solution titrante, donc de base, donc le pH évolue très légèrement et il augmente, étant donné qu'on rajoute une base dans ma solution, donc ici le pH va évoluer en augmentant. Donc ça va être pour les premiers millilitres. Ici, à un moment donné, on va obtenir ici, lorsqu'on va continuer à verser, à un moment donné, on va arriver et on va obtenir pour 1 millilitre versé, on va avoir une brusque variation de pH. C'est-à-dire que jusqu'à ici, la réaction a lieu. Et en fin de compte, à un moment donné, quand on va atteindre l'équivalence, donc l'équivalence elle sera dans cette zone là, lorsqu'on va atteindre l'équivalence, à un moment donné, il n'y aura plus d'acide présent dans mon bécher, donc la réaction elle va s'arrêter, et de ce fait je ne fais que rajouter de la base en grande quantité dans mon bécher, et à ce moment là le pH va passer au-dessus de la valeur 7, et donc ici il va être très important. Donc du coup, ici, on va avoir une brusque variation de pH. Et ensuite, lorsqu'on continue à verser de la solution basique, donc sa troisième partie, là, le pH va évoluer, il va augmenter, mais lentement. Et donc l'objectif, c'est de déterminer maintenant, ce sera l'objectif après, de déterminer le volume à l'équivalence qui se trouve dans cette zone. Deuxième type de graphique que l'on pourrait rencontrer, c'est si on fait l'inverse. C'est-à-dire que dans le bécher, donc ma solution titrée, c'est une base, et la solution titrante, c'est un acide. Donc là, on va obtenir ce genre de graphique. Donc on a toujours ici, on le voit tout de suite, le saut de pH, mais ici, il est à l'inverse de celui que l'on a observé juste avant. Donc au niveau, donc si on décrit, au départ, on a ici de la base dans mon bécher. Donc comme il y a le pH mètre et on mesure le pH, donc le pH est assez élevé. Au fur et à mesure que l'on ajoute de la solution titrante, c'est-à-dire de l'acide, le pH va diminuer. Et à un moment donné, la réaction va s'arrêter parce qu'on va atteindre l'équivalence. Donc on va avoir une chute brutale du pH. Et suite à cette chute, la réaction ici, elle sera terminée. Et en rajoutant de plus en plus d'acide de la solution, le pH va continuer à diminuer, mais lentement. Pareil, le volume à l'équivalence, il se trouve dans cette zone, c'est-à-dire au niveau du saut de pH. Donc là, on va expliquer sur un graphique comment on fait pour déterminer le volume à l'équivalence à partir de ce graphique. Alors, ici, on va détailler point par point. Donc ici, on a notre courbe. Donc ici, quand on regarde l'allure de la courbe, on voit que la solution titrée, c'est-à-dire la solution inconnue, est un acide parce que le pH de départ est très petit. Et donc la solution titrante est une base.
Donc lorsque l'on a cette courbe, la première étape à faire, c'est ce qui est fait ici. On va se placer avant le saut de pH, et avant le saut de pH, avec la règle, on va tracer une tangente. Donc une tangente, c'est une droite qui va toucher notre courbe en un seul point, et on trace une tangente. Alors l'objectif, c'est d'être avant le saut, et d'être dans cette partie-là, ici, où on a une inflexion au niveau de la courbe. Donc là, on va tracer une tangente. Donc ça peut être là, ça peut être légèrement à côté, peu importe. Mais l'objectif, c'est que ça soit une tangente. Donc on trace la tangente. Lorsqu'on a tracé cette tangente, on va tracer une autre tangente, mais après le saut de pH. Donc là, une droite va toucher la courbe en un seul point. Et là, on fait attention lorsqu'on trace cette tangente, il faut que cette deuxième tangente soit parallèle à la première. Donc on va, en glissant tout simplement la règle, on va ici tracer la deuxième tangente. Troisième étape, lorsque l'on a tracé nos deux tangentes, on va tracer une droite perpendiculaire aux deux tangentes ici. On trace une droite perpendiculaire entre ces deux tangentes. On en prend le milieu. Et lorsque l'on a pris le milieu ici, donc qui sépare les deux tangentes que l'on a tracées, on va tracer une troisième tangente qui est parallèle aux deux premières. Et on va regarder le point d'intersection de cette troisième tangente avec la courbe de dosage. Et ça va nous donner le volume à l'équivalence sur l'axe des abscisses et le pH à l'équivalence ici sur l'axe des ordonnées. Et donc c'est ce que l'on obtient ici. Donc lorsqu'on regarde notre troisième tangente, on a ici le volume à l'équivalence et ici on aura le pH à l'équivalence. Mais nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le volume à l'équivalence. Une remarque, sur cette courbe, on peut trouver le pKa du couple de l'espèce titrée. Et pour cela, comment fait-on? Ici, une fois que l'on a déterminé le volume à l'équivalence, on en prend la moitié. Donc ici, on prend la moitié, donc on va être à peu près dans cette zone-là. Et on va regarder ici, au niveau de la courbe, on va lire le pH. Et le pH ici que l'on va lire lorsqu'on est à un volume équivalence divisé par 2, à ce moment-là, on va obtenir le pKa du couple. Dernière partie de ce chapitre, on va parler des solutions tampons. Alors, ce qu'on appelle une solution tampon, c'est une solution qui est constituée d'un mélange équimolaire, c'est-à-dire même quantité de matière, d'un acide faible et de sa base conjuguée. Exemple, si je prends 15 ml d'eau distillée et que je verse dedans 5 fois 10 puissance moins 3 mol de H2PO4-, et que je verse aussi la même quantité de matière de sa base conjuguée HPO4-, à ce moment-là, notre mélange, ce sera une solution tampon. Propriété de cette solution tampon, c'est que si je suis dans cette configuration-là, à ce moment-là, le pH de ma solution sera égal au pKa du couple, et ici, pour ce couple, c'est 7,2. Les propriétés des solutions tampons, c'est tout d'abord, si vous êtes dans cette configuration-là et que vous avez une solution tampon, si vous mettez un petit peu d'eau distillée dedans, le pH ne va pas varier, ou très très peu. Et pareil, si vous ajoutez un peu d'acide fort ou de base forte, à ce moment-là, le pH va rester aussi constant. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, pour un milieu donné, d'avoir toujours à peu près le même pH, peu importe ce que vous ajoutez à l'intérieur. Bien sûr, dans des quantités relativement faibles. Plusieurs applications. Le pH sanguin, parce que justement, pour que vous puissiez être en bonne santé, il faut que le pH du sang reste constant. Et donc être aux alentours de 7,4. Donc pour cela, dans le sang, vous avez des acides et des bases faibles dans les mêmes proportions. Et du coup, ça crée des solutions tampons et ça permet justement de garder ce pH constant. À titre d'exemple, vous avez ce premier couple. Donc vous avez l'acide et la forme basique conjugués dans les mêmes proportions. Et ici, on a avec le pKa de 6,4. Mais vous avez ce deuxième couple, H2PO4- et HPO4-, aussi dans les mêmes proportions, et lui il a un pKa de 7,2. Autre exemple de solution tampon, le liquide lacrymal, qui lui protège et nourrit la cornée. Et dernière application, même dans les médicaments, pour que favoriser la prise de certains médicaments, ces médicaments sont tamponnés, justement pour qu'il y ait une meilleure assimilation par l'organisme. Et ça clôture les éléments de cours sur ce chapitre.